La grande interview aujourd'hui est consacrée au président de l'UMP, l'Union pour un mouvement populaire, aussi coordinateur national de Pona Écolo, Dean Elvis Chalisson. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Bonali. Alors, je viens de dire tout à l'heure, nous sommes très heureux de vous recevoir dans Grande Interview. C'est vrai que vous êtes un homme de médias, vous êtes toujours accessible, mais c'était pas facile de vous avoir aussi. Merci d'être là. Et vous qui nous suivez, chers téléspectateurs, chers internautes, merci de partager le contenu et d'aimer la page pour ne rien manquer. Alors, l'Union populaire pour Union pour un mouvement populaire, est-ce que le parti est toujours populaire jusqu'aujourd'hui? Ou bien émietté totalement? Non, bien évidemment. Je pense que nous continuons à être très actifs sur le terrain. Parce qu'au-delà d'être dans les bureaux climatisés, il s'agit d'avoir des actions qui puissent nous rapprocher de plus en plus des populations. C'est ce que nous essayons de faire pour garder cette popularité. Voilà. La CAN s'ouvre aujourd'hui même. Alors, le Congo est absent. On a vu comment l'humoriste Herman Amissi aujourd'hui a lancé une polémique, mais qui tourne un peu vers la politique. On regrette le fait que le Congo ne soit pas présent à cette CAN-là. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette polémique qui a été lancée, mais en réalité, qui révèle des vrais problèmes? Ouais, qui révèle des vrais problèmes. Mais le vrai problème chez nous, monsieur Ngoulali, c'est la problématique de la gestion des fédérations. Voilà. Je pense que chez nous, il est important que les pouvoirs publics puissent se concentrer, trouver la solution sur la gestion des fédérations, parce que c'est de cette gestion des fédérations que découlera les résultats. Voilà, l'État ne venant qu'en appui, justement, des politiques menées par des fédérations. Voilà. Merci. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien et bien cette année 2024, année consacrée à la jeunesse, le 31 décembre. Le chef de l'État va donc lancer ce message à toute la jeunesse congolaise. Quelle aubaine pour plusieurs jeunesses, quel privilège d'être aujourd'hui pris en compte, entre guillemets, puisque ça a toujours été ainsi. Alors, année consacrée à la jeunesse, mais avant qu'on en parle réellement de fond en comble, je voudrais comprendre quelle est votre appréciation, quelle appréciation faites-vous que 2024 soit consacré à l'année de la jeunesse? Quelle appréciation faites-vous de ce message du président de la République? Je pense qu'il était temps que le président de la République puisse se rendre compte de la situation réelle de notre jeunesse. Je pense que si on essaie de faire une photographie instantanée de la situation de notre jeunesse, on se rend compte que nous avons énormément de problèmes. Voilà. Depuis pratiquement une quinzaine, une vingtaine d'années, l'État a totalement, par différentes politiques, désorienté cette jeunesse-là. Voilà. Qui aujourd'hui est sans emploi, qui aujourd'hui n'a pas de modèle social, qui aujourd'hui s'est embarqué dans les antivaleurs. Voilà. Et aujourd'hui, la société congolaise est devenue à l'image de ce que est cette jeunesse. Et nous avons aujourd'hui une société qui est en déflagration totale. Et donc, on peut dire que la situation, comme vous l'avez dit, est tellement urgente. Cette jeunesse-là et donc la jeunesse congolaise, où les problèmes auxquels elle fait face deviennent urgents aujourd'hui. Urgente et préoccupante. Voilà. D'où la nécessité, justement, qu'il y ait une prise en charge de ce problème. Voilà. Que tous les organes que le président de la République a mis en place depuis pratiquement une dizaine d'années, que les cadres, que les pouvoirs publics, que les politiques publiques puissent à un moment donné se dire, on fait un stop, on essaie de réfléchir pour mettre en place justement une dynamique pour commencer à résorber ces problèmes. Mais que dites-vous à ceux qui pensent que finalement, c'est maintenant que le président de la République prend conscience de l'existence de cette jeunesse-là, sinon des problèmes qui touchent cette jeunesse? Est-ce que vous pensez que c'est maintenant qu'il prend conscience ou bien parce qu'il a vu l'ampleur de la situation simplement? Je pense qu'il a vu simplement la situation s'empirer. Le Congo fait partie de ces pays qui ont mis tellement d'organes, tellement de structures pour s'occuper de la problématique des questions des jeunes. Mais vous avez deux problèmes qui s'ensuivent automatiquement. Il y a
la non-prise la non-prise en compte des jeunes, des structures qui sont mises à leur disposition, mais il y a aussi la démission pratiquement des animateurs. Voilà. Qui sont, il faut le dire, pour beaucoup de structures, pratiquement démissionnaires. Voilà. Donc 2024 à nous la jeunesse, il y a aussi ceux qui pensent parmi les pessimistes, encore ceux qui restent prudents jusqu'aujourd'hui, ils pensent que une année, que doit-on faire en une année pour résoudre autant de problèmes? Vous avez cité, il y a aujourd'hui le banditisme urbain qui monte en flèche, en vitesse grand V. Vous avez de l'autre côté le problème d'éducation, vous avez le problème du chômage. Alors, un an, c'est vrai qu'officiellement, le gouvernement n'a pas présenté la planification, sinon les projets qu'il compte réaliser pour résoudre les problèmes de la jeunesse, mais que peut-on faire en une année? Quelles devaient être les priorités selon vous, puisque vous êtes aussi à la tête des grands partis politiques aujourd'hui en majorité jeunes? Je ne pense pas qu'il y aura une année de la jeunesse. Je pense que nous en aurons 2 ou 3. Mais c'est à la fin de l'année 2024 que le président de la République se rendra compte que nous n'avons fait qu'amorcer le problème et qu'on n'aurait même pas débuté la résolution des problèmes. Si l'on veut réellement prendre réellement en charge le problème et trouver des solutions. Voilà, mais je ne pense pas qu'il y aura une année de la jeunesse. Alors, mais ceci dit, il faut commencer quelque part. Voilà, il faut commencer quelque part. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives qui se font un peu en désordre aussi. On essaie de voir un peu. Mais il n'y a pas encore une coordination au niveau de la primature. Jusque-là, on n'a pas vu un interministériel du Premier ministre avec tous les ministres thématiques pour dire voilà l'orientation que nous allons donner. Bon, on a vu que le ministre de la Jeunesse a donné des orientations. On voit le ministre des PME essayer de se battre. Mais il y a d'autres structures, il y a d'autres ministères. Le ministère qui devrait s'occuper des problèmes de l'économie informelle. Voilà, parce que près de 70% des jeunes qui s'engagent dans l'entrepreneuriat sont dans le domaine informel. Donc ce ministère-là devra être nécessairement déjà en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc il y a tous ces ministères et ces administrations qui devraient déjà se mettre en branle pour commencer à travailler. Parce que la question de la résolution des problèmes de la jeunesse est transversale. Voilà, donc de ce point de vue, je crois qu'il faut qu'il y ait une coordination. En ce moment-là, les directions, les ministères pourront maintenant se déployer. Est-ce que vous pensez que l'État a vraiment les moyens de sa politique? Je peux vous rappeler quelques chiffres que j'ai sous mes yeux. Déjà, la CPE, qui est sous le ministère de la Jeunesse, reçoit peu d'argent pour son fonctionnement. Le FONEA également, même si cette année, on a tenté d'ajouter un peu au FONEA, mais la CPE reste au même niveau. Nous avons vu le ministre lui-même se plaindre devant les parlementaires du fait que le sport n'est pas suffisamment financé au niveau qu'il faut. Alors, est-ce que le gouvernement est sûr d'avoir les moyens pour faire face à ces préoccupations aujourd'hui? Est-ce que le ministère, nous l'avons vu, avec une attitude guerrière, donner les orientations à son cabinet, à tous ceux qui sont sous sa tutelle, mais a-t-il vraiment des moyens? Il faut voir l'évolution entre les deux discours du président. Il y a le discours du 31 décembre et le discours lors des vœux au corps constitué. Il y a eu une évolution dans le langage. Voilà. Il y a eu d'abord l'annonce. Et déjà, je disais aux collaborateurs que l'annonce était insuffisante parce que le budget étant déjà voté. Oui. Donc, il n'y aura pas une prise en compte du point de vue du financement, de l'ambition du président de la République dans l'exercice 2024. Mais le président de la République est revenu sur la question lors des vœux, mais justement pour aborder la question du financement de cette politique qui devait être menée. Mais il a posé le problème sur la table. C'est au gouvernement, au pouvoir public, de trouver maintenant des financements innovants, comment financer toute cette stratégie qui va être mise en place. Là encore, il faut se dire une chose, c'est que au-delà des moyens financiers, c'est d'abord le capital humain. Voilà. Il faut se poser les bonnes questions. Oui. Voilà. Les animateurs. Voilà. Si ces questions-là ne sont pas posées et que les mêmes structures, l'écosystème qui a été mis en place pour résolver la question de la jeunesse, si ce sont encore les mêmes acteurs qui, pratiquement, ne résument la résolution des problèmes des jeunes qu'en matière de moyens financiers, je pense qu'on pourra avoir des problèmes. Alors, mais que dites-vous aux jeunes qui restent sceptiques aujourd'hui
puisqu'ils ont vu comment la situation FIGA jusqu'à aujourd'hui n'a pas trouvé de solution, puisque le président de la République, vous vous souvenez, vous étiez aussi parmi ceux qui l'ont accompagné dans sa campagne en 2021. Il a insisté sur le FIGA pour lui, qui est un instrument pour résoudre le problème du chômage des jeunes, mais malheureusement, nous avons constaté que 2 ans seulement, il s'est éclaté un scandale et qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas d'issue. Alors, qu'est-ce qui peut susciter l'espoir des jeunes quand on regarde que toutes les initiatives prises jusqu'ici n'apportent pas des solutions attendues? Mais parce que les jeunes n'ont pas d'autre choix que d'avoir de l'espoir. Ils n'ont pas d'autre choix. Le problème, monsieur Goulali, c'est que notre pays souffre d'un mal plus profond. Voilà. C'est le pessimisme de la jeunesse. Voilà. C'était mal. Voilà. Alors, les organes qui ont été mis en place souffrent encore de notre problème. C'est l'appropriation des jeunes de ce dispositif qui a été mis en place. Vous savez pourquoi, M. Goulali? Mais parce que pendant plus de 15 ans, nous avons donné l'impression aux jeunes que la réussite se passait par la facilité et par la politique. Voilà. Tout ce que nous avons mené comme stratégie d'insertion des jeunes, on a donné l'impression aux jeunes, y compris même par les textes que nous avons adoptés. Je prends un cas de figure, M. Goulali. La Constitution, chez nous, dispose que l'on peut être candidat aux législatives à l'âge de 25 ans. C'était un mauvais message qu'on a donné à des milliers de jeunes. Ouais. Voilà, c'est ça. Le Conseil consultatif aujourd'hui, c'est près de 200 jeunes. Pour faire quoi? Voilà. Mais à côté, nous avons des sérieux problèmes, le domaine des services. Vous voyez, nous sommes l'un des rares pays où les jeunes ne font des grèves que pour réclamer d'être employés à la fonction publique. Alors que nous avons une classe moyenne aujourd'hui qui essaie de travailler, qui essaie d'émerger. Si vous avez un point, vous-même, vous êtes de la classe moyenne, monsieur Ngoulali, ici vous avez un certain nombre de problèmes, nous sommes à Tsileka. Si vous avez un problème ici, vous faut un électricien. Ouais. L'électricien qui arrive ici, vous ne le payerez pas moins de 20 000, moins de 50 000 francs. S'il peut avoir comme ça près de 30 chantiers qui peut travailler, il gagnera mieux ça avec un fonctionnaire. Oui, mais vous le faites bien d'indexer les jeunes dans ce sens-là, mais je prends les cas des jeunes congolais formés à Cuba qui récemment étaient devant la primature après avoir manifesté au ministère de la Santé sans trouver de solution. Alors, certains d'entre eux disent que oui, nous avons un projet d'ouvrir des cabinets médicaux ou des cliniques médicales, mais nous n'avons pas de subventions. Il faut quand même des subventions. Est-ce que le problème, c'est aussi à ce niveau où l'État n'accompagne pas réellement les jeunes? Mais il y a des structures qui sont mises en place pour ça. Oui. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'écosystème que le président de la République a mis en place. C'est pour cela que pour l'année de la jeunesse, il est important, en ce qui me concerne, je pense qu'il est important que nous puissions prendre cette première année pour d'abord commencer à agencer le mode de fonctionnement de ces organes qui font pratiquement la même chose. Oui. Du FIGA au FONEA, oui. Voilà, à l'ACPE, à la DGPME, vous posez la question, qui fait quoi et qui a le droit de faire quoi? Oui, exactement. Voilà, donc déjà, il faut, à un moment donné, qu'on puisse se dire, voilà, nous avons créé tellement d'organes, nous avons des fonds partout. C'est comme si, dans chaque ministère, on veut créer un fonds, c'est comme s'il y avait une autre ambition derrière. Non. Si l'on veut résolver la question, la problématique de la jeunesse, il faudrait déjà qu'il y ait une lisibilité à ce niveau-là. Oui. Qu'un jeune qui sort de Cuba, qui veut avoir son cabinet médical, puisse savoir que je m'adresse à telle administration. Voilà. Et que le financement, je l'aurai à telle administration, et l'accompagnement, je l'aurai dans telle administration. Et là, ça sera très clair. Oui. Parce que le ministre a déploré même que le fait que ces agences ne soient pas accessibles aux jeunes, moins connues d'ailleurs des jeunes, il a déploré. Beaucoup ne connaissent pas le FONEA, ne connaissent pas la CPE, moins encore la CPCE. Mais pourtant, ces organes existent depuis longtemps. Et donc, vous pensez qu'il faut d'abord commencer par revoir la gestion de ces agences? Mais évidemment, évidemment. Mais parce que, je vous disais encore que le président de la République, le gouvernement, a mis en place un écosystème pour accompagner la jeunesse. Nous avons un ministère qui s'occupe de l'éducation civique. Nous avons un haut commissariat qui s'occupe de l'éducation civique. Oui. Nous avons encore à la présidence des structures qui s'occupent de l'éducation civique. Nous avons des problèmes de financement des jeunes. Nous avons des structures qui ont été créées, les agences qui ont été créées, les directions au niveau des ministères qui sont créées pour le même problème. Les jeunes qui n'ont pas qui veulent rentrer dans la vie active, nous avons
un ministère qui s'occupe de l'économie informelle. Nous avons encore un ministère qui s'occupe de l'emploi. Nous avons encore un ministère qui s'occupe de l'artisanat, des PME et des petites et moyennes entreprises. Mais tout ça, il faut mettre un peu de l'ordre. Voilà. De façon que on ne s'embrouille pas. Voilà. Dans tout cet écosystème qui est le fruit d'une volonté politique, certes, mais qui doit pouvoir avoir une lisibilité. Alors, un jeune Congolais, on voit, je prends le cas de l'Europe. Voilà. Un jeune qui finit ses études, il sait que je vais à Pôle emploi. Voilà. Et lorsqu'il arrive à Pôle emploi, il a 2 ou 3 possibilités qui s'offrent avec lui, avec les conseillers qui sont là. Non seulement ils peuvent l'orienter parce qu'il peut avoir un travail, mais ils peuvent aussi lui proposer une formation complémentaire dans le cadre de son employabilité. En ce moment-là, il y a une prise en charge réelle qui est prise de façon que le jeune ne soit pas désorienté. Or, chez nous, non. Nous avons trop de structures, voilà, et puis on ne sait pratiquement pas qui fait quoi exactement, bon, avec des bilans ambigus. Voilà. Je reviens, j'insiste quand même sur ce que je disais tout à l'heure, mais autant d'instruments, autant de ministères, et pratiquement sur les mêmes questions, mais comment le gouvernement n'arrive-t-il pas, sinon l'État ou le président lui-même, à résorber ces problèmes depuis longtemps? Je vous rappelle ce que vous avez dit en 2016, le 23 août 2016, vous allez certainement vous souvenir, et c'est vous qui le dites, on aurait tort de penser que les choses continueront comme avant. Et vous étiez parmi, on va dire, ceux qui ont réclamé la rupture dans ce pays. En 2016, aujourd'hui, nous sommes en 2024, mais on constate que réellement, vous le regrettez aujourd'hui, après avoir pensé que les choses devaient changer. Mais pas du tout. Nous ne regrettons pas. La preuve. Quelle est la situation actuelle de notre pays? Quelle est la situation? Les jeunes sont devenus une menace pour tout le monde. Voilà. Pour les autorités. Aujourd'hui, plus personne ne peut s'hasarder de se balader au-delà de 20 heures, même parfois la journée. Ouais. Voilà, ça fait 2 jours, nous avons une secrétaire qui a été violentée devant une société par des jeunes qui sont arrivés, qui l'ont pratiquement fait du mal. Mais ça ne se passe pas là-bas. Nous avons aujourd'hui des zones de non-droit, voilà, où même la police ne peut plus aller. Nous avons aujourd'hui des combats que nous voyons que hier à la télé au Nigeria, je ne sais pas dans quel pays, dans les rues, avec des jeunes armés, des armes blanches. Ça veut dire que ce que nous disions en 2016 se concrétise aujourd'hui, mais de la mauvaise manière, parce que justement, nous n'avons pas pris conscience que si nous ne trouvons pas des solutions dans les problèmes de cette jeunesse-là va se transformer en une arme de destruction massive. Et là encore, M. Bruni, je pense que le danger, mais que beaucoup de gens ne perçoivent pas, c'est bien que le président de la République ait décrété l'année de la jeunesse. Mais si nous n'atteignons pas des résultats, mais ça va être une contre-performance qui va se retourner et contre le président de la République et contre le gouvernement. Voilà. Donc, dans les perspectives des prochaines échéances électorales ou de tout ce qui va arriver, si cette jeunesse-là ne trouve pas de solution, ben je crois que ça sera le plus grand danger que nous aurons à courir dans les prochaines années. Je reste avec vous sur votre parcours, puisqu'en 2016, vous êtes ministre délégué, chargé des relations avec le Parlement. Mais bien avant, en 2015, vous mettiez en place Pona Écolo, mais c'est encore une dynamique qui rassemble des milliers de jeunes. Vous conduisez ces jeunes-là à soutenir le changement, la constitution donc de 2002 pour qu'on ait une nouvelle constitution qui devrait offrir plus d'opportunités, sinon de la place à la jeunesse. Et chose faite, et vous avez beaucoup milité pour la rupture, vous avez décrié beaucoup de choses, vous avez mené beaucoup de campagnes. Alors moi, je reste sur ce que je disais tout à l'heure, je reste sur ma soif. Vous vous êtes félicité même à cette époque qu'il y a un Premier ministre qui déjà, la nomination pour vous d'un Premier ministre, Clément Mwamba, perd son âme, annonçait les couleurs de cette rupture. Alors aujourd'hui, que pensez-vous? Quel est aujourd'hui le regard que vous avez vous-même vis-à-vis des jeunes que vous encadrez depuis plusieurs années, qui étaient ou qui sont avec vous à Pona Écolo et qui sont aussi dans l'UMP? Mais je crois que, comme je viens de le dire, et on ne va pas se le dire, la situation est catastrophique. Mais parce que de l'espérance que les jeunes avaient, il y a de cela quelques années, aujourd'hui c'est le désenchantement. Voilà. Je parlais tout à l'heure de l'impression qu'on a donnée aux jeunes qu'ils pouvaient tous s'embarquer en politique et que c'était la solution. Après, ils se rendent compte que l'Assemblée, c'est combien de députés? Les conseils, c'est combien de conseils? Ils ne peuvent pas.
Alors, la fonction publique ne peut pas recruter. Les collectivités locales aujourd'hui, ce n'est pas une solution. Aujourd'hui, lorsque ces jeunes-là veulent s'engager dans le problème dans l'entrepreneuriat, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas suffisamment formés. Parce que l'université Maringouabi n'a pas formé des chefs d'entreprise, a formé des administrateurs, a formé des commis de l'État et autres. Donc, du coup, ces jeunes-là se retrouvent dans un environnement où ils ne comprennent absolument rien du tout. Le président de la République avec le gouvernement, les gouvernements consécutifs, ont essayé de créer un écosystème, mais peut-être sûrement en prévision de tout ce qui allait arriver, pour prendre ces jeunes-là et les emmener dans une autre dimension, pour leur dire que, ben, tiens, alors nous ne pouvons pas tous faire de la politique, on n'aura pas 50 ministres, c'est pas possible. Voilà, on peut pas avoir 500 députés, c'est pas vrai. Voilà, mais il faut créer un écosystème pour permettre que ces jeunes-là, qui s'investissent dans le privé, dans l'entrepreneuriat et autres, puissent trouver des solutions. Mais sauf que la gestion de ces structures-là, la majorité de ces structures, c'est une catastrophe. Voilà. Et aujourd'hui, ces jeunes-là n'ont pas de solution. Et pour beaucoup, ils ont choisi le chemin de la facilité. C'est la violence urbaine. Et au sein de l'UMP, comment vous vivez cette situation que vous décrivez vous-même avec les jeunes qui vous entourent? Mais très, 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 très difficile. Très difficile. Parce vous arrivez quand même à susciter l'espoir malgré... on n'a pas le choix. On peut orienter. On peut s'organiser. Mais aujourd'hui, il y a que l'État, il n'y a que les pouvoirs publics qui peuvent aujourd'hui apporter des solutions au plus grand nombre de Congolais. Voilà. Et aujourd'hui, on va donc chuter petit à petit dans cette interview. Je voudrais avoir aussi votre point de vue sur l'action de Koliné Makosso, d'Anatole Koliné Makosso, le Premier ministre. Il a à peu près 30 mois au gouvernement, donc 3 ans, on va dire à peu près. On a vu dans 12 batailles comment il a placé comme le président de la République, la jeunesse au cœur de son action. Alors, comment jugez-vous son action au bout de 3 ans? Je crois que la nomination du Premier ministre Koliné Makosso avait suscité beaucoup d'espoir. Voilà. Déjà du fait de son passé, du fait de son expérience au ministère de la Jeunesse, ses résultats, du fait de son passage au ministère de l'Éducation, de sa proximité avec les jeunes. Mais aujourd'hui, on doit se regarder dans les yeux et dire que le Premier ministre s'est rentré au moins à 50% dans les pesanteurs de l'administration politico-administrative. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se poserait la question de savoir qu'est-ce qui se fait réellement. Mais il y a aussi une équipe qui accompagne un Premier ministre chef de gouvernement. Il y a aussi un parti au pouvoir qui doit accompagner la vision et l'action d'un premier chef de gouvernement. Il y a aussi toute une administration publique qui doit accompagner la vision du premier chef de gouvernement. S'il n'a pas les mains libres de pouvoir taper sur le poing sur la table, orienter, sanctionner, je pense qu'on peut avoir toute la volonté de Koliné Makosso, je pense qu'on ne fera rien. Voilà. Est-ce qu'il y a une raison à cela, le fait qu'aujourd'hui, l'homme qui a suscité autant d'espoir à son arrivée, mais je crois qu'il y a encore des jeunes qui le soutiennent, mais semble perdre la main par rapport aux critiques que nous avons à gauche ou à droite, alors qu'il a été présenté, même considéré comme l'homme de la situation. Nous pensons qu'ici, le président de la République l'a choisi dans un contexte aussi difficile, puisque quand il arrive, tout était au rouge. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'il semble un peu... d'être dépassé par les cours de l'événement? Mais parce qu'il n'est pas suffisamment accompagné, il n'est pas suffisamment encouragé, il n'est pas suffisamment soutenu. Voilà. Mais parce que quand tu es chef de la majorité présidentielle, il faut que la majorité se mette en ordre de bataille derrière un premier chef de gouvernement. Ouais. Voilà. C'est pas ce qui se fait, en fait. La preuve, c'est pas ce qui se fait. Voilà. Et puis, nous avons cette grande machine administrative où vous avez... des personnes qui ne gèrent l'État que par habitude maintenant. Voilà. Et vous voyez peu, des gens qui ont déjà fait plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui ont une relation personnelle avec le président de la République. Et qui jurent sur les sacrifices qu'ils auraient fait au nom du pays. Voilà. Donc, si un écosystème, si un environnement n'est pas créé pour permettre que les choses avancent, les choses n'avanceront pas.
Mais justement, parce que à un moment donné, nous avons des gens qui font ce qu'on appelle de la gestion par habitude. Ah ben, finalement, dans les années 80, nous avons géré ce problème comme ça. Oui. Ah ben non, finalement, en 2017, nous avons fait ça comme ça. Mais non, c'est pas ça. Il y a des évolutions aujourd'hui. Oui. Il y a un environnement. Il y a un environnement au niveau national, voilà, au niveau sous-régional, au niveau international, qui peut prendre en ligne de compte. Mais aujourd'hui, vous avez des gens qui ne font que de la gestion par habitude. D'accord. Alors, votre avis sur l'opposition congolaise, parce que je tiens à le rappeler, l'UMP, est-ce qu'il est toujours le parti du centre ou bien vous avez rejoint la majorité présidentielle? Mais on va parler de l'UMP avant de clore cette interview. Alors, votre avis sur l'opposition dont on dit aujourd'hui totalement dans l'hibernation, totalement moribonde, et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que pour citer Anatole Koné-Makosso, qui avait écrit un livre sur le constitutionnalisme, pourquoi non, il n'y a plus d'opposition au Congo. Bon, il y a quelques résistants qui essaient quand même de faire de l'opposition, mais l'opposition telle que conçue dans la théorie de la démocratie n'existe plus au Congo. Voilà, lorsque vous avez le chef de l'opposition, qui est chef d'un parti politique, qui est membre du gouvernement, donc ce parti est à la majorité présidentielle. Oui. Voilà, et parce que on ne peut pas être des deux, c'est pas possible. Lorsque vous avez l'ordre d'une présidentielle où le chef de l'opposition refuse de soutenir les candidats de l'opposition, voilà, pour observer un mutisme par rapport à ces autres candidats, c'est-à-dire qu'il n'est pas opposant, il est sorte du centre, soit de la majorité présidentielle. Voilà, mais c'est nous qui n'avons peut-être pas compris, mais c'était déjà le discours que nous tenions déjà de cela plus de 5 ans, M. Boni. Qui peut être encore opposant à Denis Sassou Nguesso? Denis Sassou Nguesso a dépassé le cap de sa génération. Il a face à lui aujourd'hui des cadres qu'il a vu émerger, il a des jeunes et tout ça. Il aurait pu servir de modèle pour tous ces jeunes-là. Mais c'était aujourd'hui à ceux qui sont dans son entourage, à ceux qui sont de son premier cercle, de créer des conditions d'en faire le père de la nation. Voilà. Mais ces conditions-là auraient pu être, voilà, de créer des conditions pour que nous puissions avoir, pourquoi pas, un gouvernement national où tout le monde devait être autour de la table en train de contribuer pour faire évoluer le pays. Mais sauf qu'aujourd'hui, le seul problème qui se passe, c'est le problème des zones d'influence. Voilà. Chacun veut avoir aujourd'hui une zone d'influence. Voilà. Essayer de positionner le plus possible les petits frères, les cadets, les neveux et les copines. Mais l'intérêt supérieur de la nation et les intérêts de Denis Sassou Nguesso ne sont pas mis en avant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir des jeunes, pour ne pas le citer, Destin Gavé, pourquoi pas, qui peut être opposé à Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce qui peut opposer Destin Gavé à Denis Sassou Nguesso? Donc, vous voulez dire que si j'ai des questions rapidement, et si l'opposition aujourd'hui, elle est morante, c'est simplement que ceux qui l'incarnent sont tous redevables vis-à-vis du président de la République, c'est cela? Je pense que surtout avec la posture de Tchatchi Mabiala, la Constitution lui confère un confort constitutionnel. C'est l'opposant au monde, comme on le dit, qui chaque année ou chaque élection se complaît, lui, à être opposant. C'est très rare quand même. Quand les autres font les élections pour conquérir le pouvoir, mais lui, il fait ces élections pour garder les fonctions d'opposant. C'est l'esprit de la loi. Mais cette loi... C'est un piège qu'on a tendu à l'opposition dans la Constitution. Mais pas du tout. Je pense que c'est l'esprit de la Constitution. Nous avons voulu la République du partage. Voilà. Si ce partage-là se faisait dans les conditions pour faire évoluer le pays, ça serait une bonne chose. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait pour que chacun essaie de satisfaire ses propres besoins. Mais c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous avez des amis qui peuvent se retrouver. Et chez nous, on dit ici, bon, il y a les bannes à Potopoto, il y a les bannes à ONG, les bannes à Bakongo. Voilà, des amis de l'école peuvent se retrouver pour traiter, pour se faire passer des mots d'ordre, voilà, pour se faire des services. Mais l'intérêt supérieur de l'État, de la nation, n'est pas dans tout ce que nous faisons. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour le cas de Tchatchi Mabiala, je crois qu'il est dans son rôle. Voilà, son rôle aujourd'hui, c'est qu'il n'est plus opposant,
Mais il se complaît à ce que vous dites aujourd'hui. Mais parce que euh, euh, l'UPADES, c'est l'un des rares pays, l'un des deux partis politiques du gouvernement de notre pays. Ouais. Est-ce que vous connaissez le siège de l'UPADES dans les plateaux? Non. De la Cuvette, de la Sangha, de la Likwala? Voilà. Et même dans le Pôle? Non. Alors, en temps normal, rien que conformément à la loi, l'UPADES ne devrait pas exister, ne devrait pas exister. Même à Indonésie, ils n'ont pas de siège. Voilà. L'UPADES ne devait pas exister. Mais pourtant, ils ont tout un budget constitutionnel. Hein, voilà. Mais parce que, à ce niveau-là, et au niveau de beaucoup de partis politiques aujourd'hui, ils savent que leur survie ne dépend pas du respect de la loi. Leur survie dépend en ce moment-là faire du contresens, quoi. Voilà, des relations personnelles, voilà. Voilà, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup. L'UMP en 2022, donc le 3 décembre, si je ne me trompe pas, lance donc la restructuration du parti, une grande campagne. À quel niveau êtes-vous avec cette campagne? Aujourd'hui, nous avons fait tous les départements du sud du pays, pratiquement. Voilà. Et 2024, c'est l'année, nous allons repartir vers les départements du nord du pays. Mais surtout lancer ce que nous appelons la grande campagne d'adhésion populaire, voilà, avec une thématique pour nous, c'est cap sur l'avenir. Voilà, l'avenir est incertain aujourd'hui. Il est important que nous puissions aller sur le terrain pour dire à ces jeunes qui n'ont pas d'espoir, voilà, à ces parents qui n'ont pas d'espoir, pour dire que nous pouvons aujourd'hui continuer à croire, nous pouvons aujourd'hui contribuer, travailler. Il n'y a que par le travail que nous pourrons atteindre des résultats. Mais où vous positionnez actuellement? Vous êtes toujours au centre, puisque on constate, c'est clair ce que vous faites, vous êtes beaucoup plus penché du côté de la majorité, surtout vous soutenez le président ouvertement. On a l'impression que l'UMP se place au centre pour jouer un peu à ce jeu d'équilibre, à conduire les autres partis vers la majorité. Non, pas du tout, mais si demain devait être à la majorité, nous le serons, sur la base d'un accord politique correct. Ce que vous envisagez cette année? Pourquoi pas? Non, déjà, il est important de garder une certaine indépendance intellectuelle. Voilà, être du centre, c'est être contre l'opposition systématique et le soutien inconditionnel. Voilà, je pense qu'au stade actuel, au vu de ce qui se passe dans notre pays, on ne peut pas tous être dans l'omerta, la loi du silence. Non. Vous voulez dire que la majorité est dans l'omerta, il n'y a pas la liberté de conscience, la liberté intellectuelle, comme vous le dites? Mais est-ce qu'il y a encore une majorité? Bon, on ne sait pas trop. Il faut peut-être essayer de voir. Je crois que ce sont des questions qu'il faut se reposer, des concepts qu'il faut redéfinir, de façon que nous trouvons exactement c'est quoi la majorité présidentielle aujourd'hui. Et donc l'UMP préfère rester au centre, mais au centre, vous êtes apparemment seul maintenant, ou encore disloqué. Nous avons vu Nsana avec son parti politique, alors que vous étiez tous ensemble. Adamo Mateta a son parti politique. Mais qui gère aujourd'hui le centre? Qui est à la tête du centre? Je suis le président de l'exercice de la coordination avec tout le monde. Le jeune Nsana, je pense que c'est un cas du centre, mais qui a eu quelques problèmes avec la loi. La loi ne frappe que les gens comme l'Nsana, ils sont jeunes. Voilà, donc il avait le récépissé de son parti avait été retiré justement pour non-conformité avec la loi, mais pas le récépissé de l'UPADES. Donc aujourd'hui, il tente de se battre pour reconstituer son parti. Voilà. Et nous osons espérer que dès qu'il sera en odeur de cet état avec la loi, il reviendra dans la grande famille des partis du centre. Le centre, c'est l'avenir parce que le ministre Saïs serait plus à l'aise aujourd'hui s'il était du centre. Comment ça, expliquez-vous? Alors, il a un statut d'opposant. Opposant dans un gouvernement en train de défendre un projet de société dont il a combattu hier. Voilà. S'il était du centre, il dira que je suis contre l'opposition systématique. Donc, je ne m'opposais pas au projet du président par principe, non parce que j'avais des idées que je ne partageais pas, mais à côté de ça, mais j'avais aussi d'autres idées que je partageais. Mais aussi, est-ce que le président de la République, pour nommer les cadres, a besoin de vérifier leur carte de membre du parti? Non, je ne pense pas. Donc, du coup, la posture que l'on devrait avoir aujourd'hui, que les cadres devraient avoir aujourd'hui, c'est une posture du centre.
Voilà. Quand c'est bon, nous soutenons. Mais est-ce que vous pensez que le centre vit ou vivra encore quand on voit même que sur le poids électoral, vous êtes pratiquement absent, inexistant dans les institutions de la République? Alors, quel est réellement l'avenir du centre? Le poids électoral de notre pays ne peut être un élément d'appréciation. Voilà. Au vu de la manière dont les élections, les dernières élections surtout, ont été organisées, qui ont été une catastrophe. Je pense que depuis que le Congo est Congo, il n'y a jamais eu des élections aussi catastrophiques qui ont été organisées. Donc le poids électoral, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas d'honneur à être déclaré élu dans un scrutin où tout le monde sait que vous avez triché, que ça s'est mal passé. Voilà, donc ça ne peut pas être un élément d'appréciation au stade actuel. Mais cependant, je crois que nous allons faire la bataille des idées. Voilà, le monde est construit par les idées, nous allons faire la bataille des idées, d'autant plus qu'aujourd'hui, il faut se poser des bonnes questions. Maintenant que nous avons des jeunes qui se radicalisent dans nos cités, maintenant que nous avons les bébés noirs à chaque coin de réel, maintenant que nous avons des problèmes de corruption, de gabégie, de détournement de fonds, mais qui est devenu pratiquement un sport national, quelle est la contribution de l'Assemblée nationale aujourd'hui par rapport à ce problème-là? Vous parlez de l'affaire FIGA. Il y a une commission qui a été mise en place au niveau de l'Assemblée nationale, une année après où se trouve le rapport. Voilà. Donc, c'est tout ça qui crée aujourd'hui de la méfiance, le divorce entre les populations et les cadres politiques qui devraient servir de gilet pare-balles au président de la République, de fusible au président de la République. Voilà. Maintenant, lorsque toutes ces questions ne sont pas abordées, lorsque la qualité de la ressource humaine au niveau politique est médiocre, voilà, en ce moment-là, les gens se tournent vers le président de la République parce qu'on se dit, c'est lui le maître du jeu, c'est à lui de mettre de l'ordre dans son affaire. Voilà, nous bouclons cette interview avec cette question. Le Club des marcheurs, vous avez lancé une initiative. Vous allez rapidement nous éclairer ce que c'est que les marcheurs et puis quelle est la contribution de marcheurs cette année 2024. Le marcheur, c'est vous, M. Sobroni. Voilà. Je voudrais vous féliciter parce que à chaque fois que je viens dans ce studio, je vois comment vous êtes en train de construire avec les larmes, la sueur, cette chaîne qui fait l'honneur de ce pays. Rien ne vous a été donné. Le marcheur aujourd'hui, c'est cet étudiant aujourd'hui qui n'a pas de bourse d'études, mais qui doit se réveiller chaque jour pour aller à la fac parce qu'il sait que la réussite passera par là. Le marcheur aujourd'hui, c'est ces jeunes qui reviennent de Cuba, qui se disent, mais aidez-nous à créer nos cliniques. Si vous pouvez nous pousser légèrement, nous sommes capables aujourd'hui de faire. Donc le marcheur, c'est tout ce qui veut s'élever par l'effort. Voilà. Et donc ce 2024 est une année vraiment opportune pour les marcheurs. Nous n'avons pas le choix. Voilà. Nous devons prendre un rendez-vous sur l'avenir. C'est pour ça que nous disons cap sur l'avenir. Et M. Bonnet, avez-vous le choix que de continuer à marcher? Surtout prendre rendez-vous en 2025 pour évaluer ce que le gouvernement promet cette année avec les jeunes. Il faut bien. Merci beaucoup, Jean Elvis Tchalisson. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous espérons que vous avez pu avoir des réponses à vos préoccupations, sinon, y compris la position de notre invité sur les questions de l'heure, des questions d'actualité. Il reviendra et quand vous le voudrez, quand nous voudrons aussi. Merci de nous suivre, merci de partager le contenu et nous, bonne CAN Côte d'Ivoire 2023. Merci.